we did a very important thing. We create a new people. And instead of being refugees, to be fighters. This is very important. We were refugees, homeless. We became now fighters, freedom fighters. And next stage, you will see. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans Attendant Godard, saison 10, épisode 37. Petite citation pour commencer. La propagande, c'est l'information immédiate. L'information, c'est la transmission de la vérité. En outre, la forme suprême de notre vérité, celle du Front populaire de libération de la Palestine, est la lutte armée. Par conséquent, la lutte armée est la forme suprême de la propagande. Ceci constitue notre stratégie. Donc, en tant que moyen stratégique, le cinéma d'information se doit de conquérir la vérité, de conquérir les moyens de transmettre cette vérité, puis d'arracher à la réalité les mots de la propagande et de la lutte armée. Et enfin, de restituer ces mots à la réalité. Masao Adachi, théorie stratégique de l'activisme cinématographique, dans le manifeste pour le film FPLP, Déclaration de guerre mondiale, en octobre 1971. Tout ça, donc, hors champ, a.k.a. La Révolution jusqu'à la victoire. Donc, je le disais en préambule, c'est un film documentaire de Mohamed Yacoubi qui est passé il y a quelques semaines sur Arte, mais qui date en fait de 2013 et qui se compose, en fait, qui est un montage des films militants et des films de propagande, donc de l'OLP, Organisation de libération de la Palestine, qui ont été faits entre 1968 et 1982. Il n'y en a pas après 1982 pour la simple raison que donc, les archives en Palestine ont été détruites par l'armée israélienne à l'époque. Mais donc il y a quelques films qui ont malgré tout survécu, en fait, car ils avaient été envoyés dans des cinémas et des cinémathèques à l'étranger, fort heureusement. Et donc Yacoubi utilise ces différents films-là pour en fait montrer un peu le parcours et l'histoire de la Palestine en fait, réalisé par des Palestiniens et par des militants palestiniens. Surtout, c'est quand même important de faire cette différence parce que le point de vue dans ces films-là est extrêmement important. Donc c'est quasi exclusivement composé de ces images d'archives, à part quelques images au début et à la fin qui justement font écho avec le montage des films militants montrés par Yacoubi. Donc il y a aussi il y a pas forcément que des films de propagande d'ailleurs, même de l'époque. Par exemple, il y a donc comme je disais Godard in America, qui est un documentaire donc sur Godard à l'époque où il fait Ici et ailleurs avec Anne-Marie Miéville, alors que pourtant Ici et ailleurs de Godard était aussi une commande de l'OLP, justement parce que Godard s'intéressait beaucoup à cette époque avec le groupe Ziga Vertov à ce qui se passait en Palestine, à la répression israélienne sur le peuple palestinien et un peu comment est-ce que leur voix en fait était étouffée, et un cinéaste de la stature de Godard pouvait leur permettre justement d'avoir un plus fort écho à l'étranger plutôt que juste leur film de propagande qui effectivement avait une circulation internationale beaucoup plus restreinte. D'ailleurs, la séquence de Godard a introduit un petit peu quand même l'idée du conflit israélo-palestinien, en tout cas au début du film. Quand on voit Godard comparer les images du passé et du présent. Voilà. Le fait que les Palestiniens n'ont pas de futur, qu'ils n'ont qu'une image du passé, mais qu'ils essaient de la créer justement avec les nouveaux moyens de production et de diffusion qu'offre le cinéma. Oui, d'ailleurs, pour revenir sur Godard, dans l'introduction, alors est-ce que c'est lui qui dit cette phrase où il met en parallèle le documentaire et la fiction? Ouais, c'est lui qui dit ça. C'est absolument magnifique et ça met c'est une superbe introduction en fait à ce que va devenir en fait le film en lui-même en fait. C'est absolument magnifique, une espèce de mise en abîme. Vous noterez qu'on dit du bien de Godard alors qu'Aaron n'est pas là, hein, c'est quand même à noter. Hein. Mais il a fait des trucs pas si mal que ça, quoi. Surtout son cinéma militant est plutôt sympathique en fait. Il est à prendre en compte. Je suis pas sûr que sympathique ou agréable soit le terme le plus approprié. Mais je veux dire qu'il est plus, moi je considère qu'il est beaucoup plus à prendre en compte que ces fictions qui sont des fois capillotractées. Voilà.
Et oui, de toute façon, la période d'Iga Vertov, mais elle est fascinante, en tout cas du groupuscule Medvedkin dans les années 70, où il a essayé d'expérimenter, où pour le coup, il quittait clairement le champ du cinéma fictionnel, bourgeois, ou en tout cas de la narration classique, pour aller vers des formes autres, même si j'ai des choses à dire sur ces limites idéologiques à notre ami Jean-Luc à l'époque, en tout cas, pour le coup. Et je trouve que notamment avec Ici et Ailleurs et Godard in America, même si c'est pas un film de lui, c'est là où il dit peut-être des choses les plus intéressantes. En tout cas, il balance des pistes d'analyse et des pistes idéologiques plus intéressantes. Mais là, c'est fascinant. Ce qu'il raconte sur le documentaire et fiction, on va pas trop spoiler, il faut aussi regarder le film. Je sais pas s'il est encore sur la plateforme il est dispo YouTube jusqu'au mois d'octobre sur le site d'Arte. Donc c'est magnifique, mais Godard donc théorise en fait deux types de cinéma, et le réalisateur du coup dont je n'ai pas envie d'écorcher le nom, Yacoubi, en fait va se servir en fait de cette théorie pour proposer son propre film, et du coup ça fait il y a une espèce de film dans le film en fait, et du coup l'introduction est absolument parfaite. C'est très intéressant parce que Godard va manipuler ces images en même temps que, je ne sais plus si c'est avant ou après, il me semble que c'est après, le réalisateur du film va projeter les images d'archives. Il y a un parallèle qui est fait comme ça qui est c'est vrai qu'en plus saisissant. Le fait d'utiliser Godard, qui est donc un peu le réal superstar d'un certain cinéma militant, en tout cas d'une certaine forme du cinéma militant, et engagé pour le dire vulgairement, et assez intéressant parce que ça lui permet justement d'introduire tous ces films-là qui sont des films quasi invisibles en fait maintenant. Je suis même pas sûr que ça circule beaucoup dans les cinémathèques, ou en tout cas c'est pas vraiment le cinéma le plus montré dans les salles actuellement, et même depuis 40 ans. Et justement, c'est vrai que la somme des images d'archives, donc on a entendu en intro de cette émission les paroles de Yasser Arafat, qui à l'époque était donc le président de l'OLP en fait, et donc et qui nous permet de montrer différentes images, différents régimes d'images, et surtout différentes choses qui sont montrées. Il y aura à la fois la vie du peuple, on va dire civil, la vie du peuple en lutte, la vie de la guérilla, la vie dans des salles de classe. Et quand on parlait du film de propagande, on va revenir tout à l'heure, je pense, sur ce qu'a dit Masao Adachi. C'est vrai que c'est comment un certain, pas embrigadement, mais en tout cas une certaine manière de façonner la jeunesse dans les écoles palestiniennes. Elle était quand même extrêmement prégnant. Ouais. C'est vraiment très prégnant. Parce que donc, effectivement, ils ont été colonisés par Israël au sortir de la Seconde Guerre mondiale avec les Nations Unies, tout ça, blabla. On ne va pas refaire les origines d'Israël-Palestine, mais donc effectivement, ils vivent ça évidemment comme une agression et comme une colonisation. Et donc du coup, c'est comment est-ce que des peuples qui sont déportés vont devoir vivre, parce que donc depuis 60 ans, c'est un peuple qui est, enfin plus de 60 ans, c'est un peuple qui est exclusivement en lutte. Et donc, comment est-ce qu'on apprend la lutte, et pourquoi est-ce que cette lutte est viable aux nouvelles générations ? Cette question de la lutte est centrale parce que la lutte, en fait, sur la colonisation vient de quoi ? En fait, elle vient du capitalisme. Donc ça, il y a une lutte, en fait, une vraie lutte idéologique. Une lutte de classe, en fait. Une lutte des classes, mais au sens avant d'être une lutte religieuse ou c'est une lutte de classe. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et en même temps, le film lui-même est une lutte, parce que pour compiler en fait ces archives qui sortent de n'importe où, je veux dire, elles ont été dispatchées aux quatre coins du monde, et le film lui-même est une lutte. Donc c'est absolument incroyable comment faire un film et donner la parole à des gens dans ce film-là. En fait, tout concorde pour faire finalement cet objet théorique, politique, d'1h06, hein, c'est extrêmement court. C'est vrai que c'est quand même extrêmement ramassé. Mais les images ne sont jamais redondantes, et en fait, du coup, on arrive sur quelque chose d'extrêmement limpide et cohérent. Même sur les plans de fin qui sont pris en fait qui sont contemporains, qui sont pris au présent. En fait, ça me paraît logique en fait de faire ça, parce que en fait, pour les Palestiniens, en fait, la lutte n'a jamais cessé. Elle n'a jamais fini, mais ce qui est intéressant avec ces images au présent, justement aussi, on retourne dans une salle de cours où la professeure questionne les élèves sur qu'est-ce que la Palestine, qu'est-ce que la lutte, pourquoi est-ce que nous devons nous battre, tout ça. On voit quand même un certain amenuisement d'une certaine violence en fait qui voudrait mettre en place. C'est-à-dire que la lutte armée, en fait, c'est quelque chose qui a été presque abandonné comme ressort de propagande. Et de toute façon, ça serait assez logique, en tout cas dans toutes les sociétés capitalistes
on va dire, de l'après-Seconde Guerre mondiale, où justement cette question de la violence est évidemment détournée et évidemment mal aimée, alors que pourtant, quand on voit les combats syndicaux des années 30 aux États-Unis ou bien quoi que ce soit, le ressort de la violence était le meilleur moyen justement de débattre. Et c'est la violence des peuples opprimés ou bien des classes ouvrières opprimées qui répondent à la violence froide et sourde du patronat, ou en tout cas des colons en l'occurrence. Après, cette question de la lutte armée est centrale, parce que si on fait le parallèle en fait avec le film auquel Wakamatsu a collaboré. Ouais, en fait, donc c'est un film co-réalisé par Koji Wakamatsu et Masao Adachi qui s'appelle FPLP, Déclaration de guerre mondiale. Sur Déclaration de guerre mondiale, en fait, là, les deux cinéastes, en fait, il y a des cartons qui sont extrêmement explicites ou qui disent la lutte armée est la seule manière de faire la révolution. Et c'est intéressant parce que c'est un truc qu'il a beaucoup théorisé, justement. Je voulais venir là-dessus. Parce que faire un film pour lui, c'est faire un acte de guerre, limite, voilà, même si on prend ses fictions. C'est aussi la volonté de Godard quand il était parti en Palestine, justement, pour filmer ici et ailleurs, sauf que lui, il n'a pas eu du tout après les mêmes velléités de soldats que Masao Adachi. Parce qu'en fait, Wakamatsu et Adachi, quand ils étaient au Japon, ils faisaient pas partie de la faction Armée Rouge, donc considérés comme des terroristes par les Japonais, justement des groupes marxistes, anticapitalistes extrêmement virulents. Ils ont fait beaucoup de films justement là-dessus, de films comme une arme de combat. Il y avait L'Extase des Anges notamment, il y avait Sex Jack ou bien ce genre de choses. Et en fait, au début des années 70, ils sont tous les deux partis en Palestine, et c'est là que Adachi a fait donc FPLP, Déclaration de guerre mondiale. Et après, en fait, il s'est dit que au bout du compte, quand même, le cinéma n'était pas une arme assez puissante. C'est-à-dire qu'il est parti en fait combattre. Il a appris le chemin de la clandestinité. Et il a combattu aux côtés du FPLP pendant plus de 20 ans avant d'être arrêté par les autorités japonaises au début des années 2000. Et il a été assigné à résidence depuis, quoi. Il continue encore à faire des films, mais il est assigné à résidence parce qu'il avait déclaré que s'il pouvait ressortir de sa maison, il recommencerait à poser des bombes. Bah, en fait, la question de la violence, elle est centrale, parce que dans le film, dans Déclaration de guerre mondiale, les intervenants japonais donc, parlent des Palestiniens, mais ils parlent énormément aussi des Black Panthers, par exemple, qui sont aussi allés comme des bourrins, mais cette question de la lutte armée est intéressante actuellement également. Parce question que si comme des bourrins, mais justement Comme des bourrins, bien entendu, c'est un terme générique. Hein, non, mais en plus, c'est intéressant parce que ce que disaient quand même les chefs des Black Panthers, et c'est ce que rappelle par exemple Fred Williamson dans le documentaire de Torre, We Blew It. Il a le même discours en fait que le chef des Black Panthers et que Heinrich Cleaver. C'est qu'avant d'être une guerre de race, c'est une guerre de classe. C'est-à-dire il n'y a qu'une seule couleur, c'est le vert, c'est-à-dire la couleur du billet du dollar américain. C'est-à-dire qu'avant d'être ça, et c'est ce que disaient les situationnistes dans leurs journaux pendant les émeutes de Watts en 68, avant d'être une guerre de race, c'est une lutte de classe. C'est-à-dire que tu ne pourras pas dépasser les problèmes raciaux et les problèmes de genre, les problèmes de lutte homme-femme, en gagnant en fait la lutte des classes. C'est-à-dire que c'est l'oppression du capitalisme et du patronat qui en tout cas font rejaillir tous les différents problèmes annexes entre guillemets qu'on pourrait y trouver. Mais pourquoi en fait ces deux films sont extrêmement intéressants en 2018, et notamment en France en 2018, au-delà de la question Israël-Palestine, c'est vraiment la question de la lutte armée, parce que si on regarde une manifestation maintenant en 2018, il y a eu l'émergence de ce qu'on appelle le cortège de tête, en fait, on va pas dire les black blocs ou les bleu blocs ou les... Donc on va dire le cortège de tête pour ne pas... Sinon on peut faire le carrément fleuré. Hein. Mais voilà, où on se dit finalement, voilà, vos drapeaux tout mignons, vos merguez cuites aux pneus, ce n'est plus suffisant. Ce n'est plus suffisant. De toute façon, là maintenant, il faut aller sur un territoire beaucoup plus violent pour que le discours de la violence, le discours sur la violence et le discours de la violence et la violence même en fait dans les luttes de manière générale a été complètement récupéré, phagocyté et détourné justement par les instances du capitalisme, tout simplement. C'est-à-dire que tout de suite, il n'y a que la violence d'État qui est légitime, alors que la violence du peuple ne l'est plus. Alors que c'est quand même marqué dans la Constitution américaine et française, quoi. Oui. C'est-à-dire que, je sais pas, en 89, quand les mecs ils ont pris la Bastille, après ils avaient officiellement des diplômes comme quoi ils avaient bien pris la Bastille et foutu une race monumentale à la monarchie, quoi. Mais c'est pour ça que ces films-là sont intéressants, parce qu'on est sur des archives des années 70, mais ce sont des films qui font écho actuellement.
Et tu vois, c'est incroyable. Tout à l'heure, tu parlais de film en lutte, et ce que je trouve extrêmement intéressant et qu'on n'a pas souligné sur ce film, c'est qu'il n'y a pas de commentaires rajoutés, en fait. Et ça qui est extrêmement intéressant, c'est que le film fait son propre discours et n'a pas besoin que quelqu'un revienne poser les situations et tout expliquer. Enfin, le film se vaut à lui-même. C'est que quand même souvent dans la forme documentaire actuelle, les archives sont sonorisées. Il y a souvent beaucoup de voix qui pourraient expliquer les trous historiques en fait qui ne seraient pas expliqués par les archives ou bien ce genre de choses, quoi. Alors que là, pour le coup, c'est vraiment le document brut. Il y a juste, comme je dis, les images au présent à la fin et quelques légers documentaires, parce que même les cartons sont d'époque en fait, enfin des films d'époque, que ce soit les propos de Golda Meir. Sur un peuple palestinien qu'il faut tout simplement exterminer. Et même cette césure à la fin du film, à la fin des archives, qui d'un coup va montrer la fin d'une pellicule, c'est vraiment genre la destruction qui symbolise vraiment pour moi la destruction de ces images d'archives et qui d'un coup va revenir sur les images du présent pour montrer que finalement le même propos se tient. Je trouve ça extrêmement fort. Extrêmement touchant. Oui, parce qu'il y a le discours politique par rapport à ce dispositif de l'archive pure. Il y a le discours politique par la force du montage, mais il y a également le discours sensitif. Enfin, ce sont des images aussi qui t'arrivent directement dans ton fort intérieur. Il y a quand même pas mal d'images justement violentes, violentes en termes de violence de conflit. Comme. Du coup, ça accentue, il me semble, la dimension sensitive du projet. Et pour revenir sur l'actualité, en fait, faire des films est un sport de combat. Pour paraphraser une célèbre phrase. Par exemple, quand tu vois Doc Durel, donc, qui est une vidéaste qui filme les manifestations, qui a pris 48 heures de garde à vue, ou quand tu vois, il y a eu un article dans Reporter, un cinéaste qui a filmé dans la ZAD et qui s'est fait destruction de matériel et compagnie, interdiction de filmer, on est exactement dans ce même cas de figure. C'est assez fabuleux, quoi. Franchement, Arte, ils ont frappé un grand coup en proposant ce film-là, parce que ça nous permet de remettre en perspective ce qui se passe actuellement ici, enfin dans notre société contemporaine capitaliste, parce qu'on est carrément plein dedans. Surtout là, donc pour le coup, c'est des films militants et des films de propagande, donc commandités par l'OLP et le FPLP pour la plupart. Mais ce qui est intéressant, je trouve, dans le film de Yacoubi, c'est que donc c'est des films qui sont commandités par l'instance de direction de la révolution palestinienne, mais qu'en fait, les films n'ont pas forcément la même violence de discours. En fait, les images et les extraits se contrebalancent justement pour montrer toute la complexité de la lutte palestinienne contre l'État d'Israël, pas contre le peuple israélien, mais contre l'État d'Israël. C'est vrai que cette notion d'État est très forte. Et que très fort, c'est ce que répètent quand même pas mal de Palestiniens. On voit beaucoup de cartes, et même de mise en scène où les Palestiniens vont se mettre en scène. Voilà, ils se battent contre l'État d'Israël, pas contre le peuple israélien. Non, et c'est un truc qui, je pense, est toujours assez mal compris, qui a toujours été mal compris, justement parce que la contre-propagande, la propagande ou la contre-propagande, ça dépend comment on la voit, venant justement d'Israël, voit le comportement de l'OLP contre une agression contre le peuple palestinien et contre du coup de fait contre les juifs du monde entier. Mais alors pour le coup, c'est pas du tout le cas. C'est ce que dit Wakamatsu au début de son film. C'est pour ça que des mecs comme Adachi, comme Wakamatsu, comme Godard ont été accusés d'être antisémites dans les années 70. Mais non, mais c'est ce qu'ils disent, c'est qu'ils disent que en fait la propagande est indispensable parce que de l'autre côté, il y a la propagande capitaliste qui a tout pris. Et donc, qui a tous les moyens de communication. Ce qui est... Bon, on va pas faire de théorie du complot, mais bon, voilà, tous les médias français appartiennent à 9 personnes. Non, mais de toute façon... Mais il faut faire du coup contre-propagande, et parce que la propagande, c'est la seule manière possible de diffuser notre information. C'est juste une contre-propagande. La propagande qu'il propose, et ce dont parle Masao Adachi, donc c'est la lutte armée qui sera la forme suprême de la propagande, c'est-à-dire qu'elle prend le contre-pied de la propagande capitaliste qui est née en gros au début du XXe siècle, qui a été théorisée dans son bouquin qui s'appelle Propagande, Édouard Bernays, qui était le neveu de Freud, qui donc en fait a mis en place tous les systèmes utilisés dans la pub depuis les systèmes de manipulation des masses, les systèmes de persuasion de la masse justement par différents systèmes visuels, auditifs, tout ça, et qui après a été notamment une des grandes influences de notre ami personnel
Goebbels, que lorsqu'il a mis en place donc je crois que tu allais dire Manuel Valls. Voilà, non, donc sa propagande pour le Troisième Reich, parce que lui-même le disait d'ailleurs, et il reprend quasiment texto en fait des phrases de Bernays dans son bouquin Propagande, où il dit que la propagande monte depuis l'âme du peuple pour après replonger dans son cœur, ou bien je ne sais quoi, un truc comme ça. Et c'est exactement du coup les principes qui sont pris dans la propagande capitaliste de manière générale, alors que là, avec l'expérience en fait que veut faire la Palestine, enfin que faisaient les Palestiniens à l'époque, c'est justement une sorte de contre-propagande contre le système capitalistique. Et il y a différents mouvements comme ça qui, de toute façon, tous les années 60-70 ont essayé d'éclore, que ce soit en Argentine, au Chili, en Palestine, ou même des peut-être mouvements plus, plus minoritaires en tout cas, y a des épiphénomènes. Il y a les brigades rouges aussi. Il y a les brigades rouges en Italie, il y a les Black Panthers et les mouvements féministes aux États-Unis. En France, on a eu à notre quelques niveaux, on a eu quand même quelques petits trucs comme ça, et surtout des films militants aussi, qui n'étaient pas dans une forme aussi poussée et aussi extrême que les films de la Fraction Armée Rouge ou bien du FPLP, mais qui ont été intéressants. Je pense notamment beaucoup de films de René Vauthier dans son engagement contre la guerre d'Algérie, de sa camarade Nicole Le Garret, qui elle a beaucoup tourné sur la fin des campagnes en fait en Bretagne et l'arrivée massive de l'industrie, des premières usines électriques, des premières usines nucléaires. Il y avait notamment un super documentaire qui s'appelle Plogoff, des pierres contre les fusils, où début 80, il y avait un projet dans le Finistère, une station, je ne sais plus si c'est électrique ou nucléaire, justement c'était comme ça a fait à Notre-Dame-des-Landes, une genre de ZAD, et pendant des années, les gens du coin, les gens du Finistère qui après ont été rejoints par beaucoup plus de gens de France, ont résisté contre ce projet d'usine et qui finalement ont réussi à le démanteler. Mais ça montrait toute la violence étatique et la violence policière contre la volonté populaire en fait. C'est ça, c'est vraiment, on le répétera jamais assez, mais c'est vraiment, même quand tu vois dans les films où il y a des tags, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'entre les deux films, donc, il y a des images en fait qui naviguent entre les deux, notamment l'explosion des avions. Parce que dans le documentaire de Yacoubi, il y a justement quelques extraits du documentaire, du film de propagande de Masao Adachi. Mais ce qu'ils disent clairement, c'est on est contre le capitalisme. Ils sont tagués et l'impérialisme. Sous-entendu en plus l'impérialisme américain, bien entendu. Oui, puisque de toute façon les mecs de la Fraction Armée Rouge c'est plutôt des marxistes, certains tendance anard, et donc du coup quand il y a eu différentes on va dire idéologies qui ont rejoint le mouvement palestinien contre l'impérialisme américain et israélien, du coup en fait ça fait une genre de convergence des luttes assez étrange, où justement il y aurait plusieurs mouvances qui viennent se rejoindre, un petit peu comme ça s'était passé à toute proportion gardée en Espagne en 36-37, lorsque les armées républicaines en fait se sont rejoints. On avait à la fois des fractions marxistes, anarchistes, le POUM, tout ça, puis à côté les Stal qui ont réussi à noyauter toute la révolution et l'autogestion qui est en train de se mettre en place, notamment en Catalogne, et qui après a été torpillée par Moscou. Ce qui pour le coup est quand même moins arrivé en Palestine. En tout cas, Moscou et puis les cocos n'ont pas réussi à torpiller le mouvement comme ils auraient pu le faire à une autre époque. Oui. Le mouvement en fait a été torpillé par d'autres symboles et par d'autres moyens, quoi. C'est-à-dire par une coopération internationale et une certaine partie des autres pays arabes qui avant justement étaient avec la Palestine pour aller les défoncer et pour aller défoncer l'État d'Israël, et après ils se sont dit mais en fait si la Palestine arrive à défoncer l'État d'Israël, après en fait c'est eux qui vont régner sur le Moyen-Orient, donc finalement on va pas dire qu'on les lâche, mais on va un peu mettre la pédale douce, quoi. Le film de Wakamatsu est très critique envers la politique jordanienne, par exemple. Qui l'ont quand même mis un peu à l'envers à l'époque. Ouais. Après, c'est pour revenir sur le film de Wakamatsu, parce que c'est vraiment un deuxième chapitre. Quand on dit le film de Wakamatsu, c'est le même film que Déclaration de guerre mondiale. Voilà, ce qui est hyper intéressant, c'est que le film, là, par contre, là, il y a de la voix off, mais la voix off, et ce sont des lettres, on dirait ou des télégrammes lus, ou c'est extrêmement bizarre, en fait. Des genres de mémos, par exemple. T'as l'impression, en fait, qu'il y a conversation, toujours, entre un peuple palestinien et un peuple japonais. Ils citent beaucoup les Black Panthers, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'image et de mémo, on va dire ça comme ça, des Black Panthers, parce que ça fait une espèce de tripartite, là, du coup, ça couvre la planète, du coup, là, l'international, elle est pas loin d'être faite. Mais voilà, super proposition d'Arte, en tout cas. Moi, c'est une curiosité. C'est un très beau film. Ouais, c'est un film très beau, c'est un film effectivement révoltant, qui parfois pourra vous conforter dans certaines... Et qui parle actuellement en plus. Donc ça, c'est complètement merveilleux.
Mais c'est pas un film borné, quoi, par contre. Non, c'est un film qui est ouvert. Qui touche à nos opinions politiques, mais qui touche aussi à nos sens humains. Enfin, c'est d'une extrême beauté humaine, en fait. Ouais. C'est vraiment, il y a quelque chose qui réside d'extrêmement touchant. Effectivement, en fait, on part de la propagande et de la violence du conflit et de la violence de l'époque pour justement se recentrer vers le peuple. Oui, voilà. Et puis pour savoir que ce qui, pour le coup, est le meilleur moyen de faire la propagande, quand même. Oui. Et pour savoir qu'on a un ennemi commun, quoi. C'est ça. Je dis on parce que quand même. Voilà, donc c'était le formidable film de montage hors champ et qui a La Révolution jusqu'à la victoire. La Révolution jusqu'à la victoire, qui est justement le slogan de la Palestine. Ils ont encore du boulot, visiblement. Donc, de Mohamed Yacoubi, que vous pouvez encore visionner sur le site de Arte Plus 7 et qu'on vous encourage vivement à le voir, ainsi que le film de Wakamatsu et Adachi FPLP, Déclaration de guerre mondiale. Et on peut retrouver dans une formidable compilation de ces j'ai écrit chez Rouge Profond de Masao Adachi, le bus de la Révolution s'arrêtera bientôt près de chez toi. Donc voilà, disponible dans toutes les bonnes crèmeries. C'est absolument prodigieux pour les méninges et pour le cœur. Portez-vous bien, prochaine édition, ciao, bonsoir. Salut.